En direct, nous, hier soir, on l'a appris, hein, Gazprom, ce grand combinat, cette grande entreprise, 50% d'État russe et 50% de capitaux privés, Gazprom a décidé hier de couper le gaz aux Bulgares et aux Polonais. Et il y a une réaction de l'Europe aujourd'hui, présidente de la Commission européenne qui a tweeté un peu plus tôt dans la journée: l'annonce de Gazprom est une nouvelle tentative de la Russie de nous faire du chantage au gaz. Nous sommes préparés à ce scénario. Nous élaborons notre réponse européenne coordonnée. Les Européens peuvent être sûrs que nous sommes unis et solidaires avec les États membres touchés. On va écouter Ursula. We have reduced already the flow of gas coming from Russia. And with the plans I've just displayed, we will be able to get independent of Russian fossil fuels much faster. And this is for good and forever. The Kremlin failed once again in his attempt to sow division among member states. Renaud Pilat, expliquez-moi quelque chose. Au début de la guerre, il y a 63 jours, on disait qu'il faut absolument que les Européens cessent de consommer et de payer le gaz russe parce que nous alimentons avec nos pétrodollars, avec notre argent, nous alimentons la machine de guerre russe. Donc il fallait absolument. Et là, on se rend compte que ce n'est pas nous qui avons dit niet au gaz russe, c'est les Russes qui ont dit niet à leurs clients occidentaux, européens. Donc c'est qui le patron, en gros? C'est qui le patron du gaz? Il me semblait que c'était nous qui devions refuser tout cela. C'est des formes de contre-sanctions contre deux pays qui sont bien ciblés. La Pologne, qui est le pays ami, pays frère, je dirais, de l'Ukraine, qui soutient depuis le début les réfugiés, les armes qui transitent, les Américains qui sont derrière la Pologne et donc qui soutiennent l'Ukraine. La Bulgarie, c'est la même chose. Les Russes, Poutine, sert ces pays-là parce que les devises sont 10 fois, 100 fois moins importantes que l'Allemagne, que les pays baltes, il y en a 2 qui ont arrêté, même que la France. Donc, Samantha de Bendern, il ne me répond pas. Je vous mets à l'amende, vous ne me répondez pas. La question, j'entends, vous dites, les Russes, c'est une façon de sanctionner ces 2 pays. Très bien. Ce n'était pas ma question. Ma question, c'était la suivante. C'était nous qui devions sanctionner les Russes en arrêtant de consommer leur gaz. Et on a tous cru ça. On a tous imaginé que les Russes étaient dépendants du bon vouloir des Français, des Allemands, des Bulgares. Et la réalité, c'est que ce sont les Russes, les patrons, puisque c'est eux qui disent « Oh, vous n'êtes pas gentils, vous les Bulgares. Oh, les Polonais, vous n'êtes pas courtois avec nous. On vous sucre le gaz. » C'est le monde à l'envers. Et est-ce qu'ils ne se tirent pas une part dans le pied, alors, non, ils sont, parce que leur objectif principal aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Leur objectif principal, c'est de diviser les Européens. Alors, il y a une chose très intéressante, c'est que Gazprom a dit aux Bulgares et aux Polonais, parce que le gaz va continuer à transiter par la Bulgarie et par la Pologne pour aller en Allemagne et pour aller en Hongrie, par exemple. Et Gazprom leur a dit, attention, les Bulgares, le gaz va continuer à transiter. Si, par contre, vous vous alimentez en gaz, nous allons baisser les flux en conséquence, par rapport à ce que vous allez prendre du gaz allemand ou du gaz hongrois. Donc, ce qu'ils veulent faire là, c'est qu'ils sont en train de vraiment essayer de faire que les Européens commencent à se disputer entre eux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas le cas. La présidente de la Commission européenne a dit on va aider la Pologne, la Bulgarie. Mais l'objectif, c'est de nous diviser. Là, il y a plus, les Russes ne pensent plus à l'argent qui va rentrer ou qui va sortir. Dans ma mentalité, c'est une économie de guerre qui se met en place. Tout va être sacrifié pour cette guerre. Et ils veulent au contraire anticiper des sanctions que nous pourrions mettre sur leur gaz pour dire « non, c'est nous qui l'avons fait en premier ». C'est vraiment un jeu de rapport de force. Et vous le disiez d'ailleurs hier, Renaud, il n'y a pas eu d'économie de guerre jusque-là. Là, c'est la preuve que finalement, il y en a peut-être une, alors peut-être sur le tard, mais qui est en train d'être mise en place. Non mais Poutine, depuis 2 mois, il provoque exactement la réaction inverse de ce qu'il suspectait. Sur le plan des armes, il s'est dit, ça va pas marcher, on a la supériorité numérique. Manque de peau, au bout de quelques jours, historique, les 27 disent, on va acheter des armes en commun, comme on avait acheté des vaccins en commun, et donc désormais, et notamment l'Allemagne, on en parlera, fait un bouger incroyable. Qui aurait dit il y a 3 ou 4 mois que l'Allemagne donnerait des armes à l'Ukraine? Il y a une Europe de l'armement qui se met en place. Il y a une Europe de l'énergie qui se met en place. Et pour la première fois, c'est extrêmement important ce qu'a dit von der Leyen aujourd'hui. On aurait pu imaginer que chacun
reste pendu dans son bureau, ne communique pas, oh là là, on est gêné, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Bruxelles dit, on va vous aider. Ils vous attaquent sur l'énergie, on va vous aider. Et on va s'arranger. Il va y avoir une coopération. Est-ce que les Allemands, est-ce que les Français, est-ce que les Luxembourgeois, mais est-ce qu'il va fermer le robinet à d'autres pays vont pouvoir aider ceux qui sont sanctionnés? Et bien ça, je peux vous dire que Poutine, il nous arrange bien, parce qu'il fait avancer l'Europe en 2 mois, comme on ne l'a pas fait en 20 ans. Il a fait la même chose avec l'OTAN, il faut dire. À la poédie. Oui. Non, mais est-ce que Poutine s'est encore trompé dans son analyse? Mais oui, bien évidemment, on va très bien. En fait, dans sa tête, si on peut imaginer ce qu'il y a dans sa tête, et ça, en coupant le robinet à 2 pays qui ne sont pas les plus grands acheteurs de gaz russe, il dit, voilà, comme l'Allemagne, comme l'Autriche répète sans arrêt, on ne va pas arrêter l'achat du gaz russe parce qu'on en a besoin, il nous faut encore des mois et des mois, nous dépendons trop. Donc, il sait que l'Allemagne et l'Autriche, notamment, sont dépendants du gaz russe. Il dit, regardez ce que je peux faire, tac, et je coupe. Et finalement, ce n'est pas l'histoire d'argent, c'est juste ma pression. Tout en faisant pression pour les Européens et aussi en menaçant quelque part de couper le gaz aux autres, sans se souciant aux conséquences. Mais finalement, on voit que l'Europe a la place d'avoir peur parce que, vous voyez, on va parler aussi de cette menace nucléaire, mais il ne sait plus quoi faire pour faire peur à l'Europe. Et on va y revenir à ça. Mais en tout cas, ils sont en train de nous aider à passer le cap, finalement. Oui, mais attendez, Vladimir Poutine avait prévenu, il avait dit, si je ne suis pas payé en roubles, j'arrête de fournir le gaz. Là, en tout cas, c'est l'argument qu'ils invoquent. Alors, manifestement, ce qu'on sait, c'est que tous les pays de l'Union européenne n'achètent pas leur énergie en roubles. Ce qu'on sait également, c'est interdit. Ce qu'on sait également, quand même, c'est qu'il y a des pays de l'Union européenne qui continuent d'acheter leur énergie à la Russie indirectement en roubles avec des mécanismes où il y a des petits malins en fait qui réussissent à retomber sur leurs pieds. La Hongrie, ce qui n'est pas le cas là de la Bulgarie. La Slovaquie aussi. Voilà. Mais donc, si vous voulez, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est la réponse politique. En tout cas, pour l'instant, pour 2 pays. Oui, non, 2 pays. En tout cas, l'Union européenne est en mesure d'absorber le choc. Mais c'est 2 petits pays quand même. Louis, j'entends ce que vous me dites. Mais ne me dites pas que c'est pour cette histoire de roubles. Comme par hasard, la Bulgarie est le dernier pays du monde qui a une usine qui fabrique des obus qui sont configurés pour les armes post-soviétiques. Voilà, c'est les seuls. Donc, du coup, comme ces armes, elles sont en Ukraine, eh bien, en ce moment, les usines bulgares chauffent, brûlent pour envoyer des obus à l'Ukraine. C'est les seuls qui savent fabriquer des obus pour les armes. Qui ne sont pas des obus universels, oui. Voilà. Ce que je voulais juste dire, c'est que Vladimir Poutine avait... Ils sont sanctionnés pour ça. Bien sûr. Uniquement pour ça. Mais c'est pas une surprise. 2 pays. C'est pas une surprise. Après, ça reste quand même, pour l'instant, très faible. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie de Vladimir Poutine qui est... il essaye de taper sous plusieurs aspects, en fait, l'Union européenne. Donc, on va parler de la co-belligérance, il y a la question de l'énergie, et avec une sorte de tentative de négociation diplomatique qui essaie de repartir, même si c'est assez compliqué. Oui, mais Louis, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que, franchement, on se posait la question de comment faire pour que, finalement, l'Allemagne, qui est très dépendante, décide de faire enfin ce boycott du gaz qui était la principale ressource de Poutine. Et finalement, c'est Poutine qui est en train comme sur la question de l'OTAN. Maintenant, il y a la Suède et la Finlande qui veulent rentrer. Et là, peut-être que c'est lui qui va faire que finalement, on est obligé de bien se poser, d'accélérer le fait de s'organiser l'autonomie. Et c'est quand même formidable. Attendez. Et par ailleurs, rappelons que son argument de base, c'était nous, la Russie, on est super sérieux. Quand on promet de vendre quelque chose, on le vend. Et là, c'est lui qui dit... comment ça va se passer très concrètement? On sait que la Bulgarie et la Pologne sont très dépendants du gaz russe. Justine Sago, vous êtes penchée sur la question. Comment ils vont s'organiser désormais pour se passer du gaz russe? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'approvisionner? Écoutez, Julie, ce n'est pas une mince affaire parce que ces 2 membres de l'OTAN, ces 2 membres de l'Union européenne sont accros au gaz russe. Regardez, en 2020, la Pologne importait 55% de son gaz depuis la Russie, notamment depuis ce gazoduc Yamal. Et puis, pour la Bulgarie, c'est beaucoup plus. C'était jusqu'à 75% qui arrivait par ce gazoduc de Russie, ce gazoduc qu'on appelle Turkish Stream. Alors, pour la Pologne, le gouvernement affirme qu'il n'y aura pas de pénurie. D'abord parce que ces entrepôts de stockage sont pleins jusqu'à 76%. Et d'ici l'année prochaine, le pays, regardez, s'approvisionnera auprès de la Norvège via ce gazoduc qui passe notamment par le Danemark, qui arrive jusqu'en Pologne et qui est presque terminé. Selon les autorités, il devrait couvrir 50% de la consommation polonaise et donc remplacer
le gaz russe. Côté bulgare, regardez Julie, ça risque d'être beaucoup plus compliqué car la dépendance au gaz est beaucoup plus forte, on l'a dit, et ces stocks ne sont remplis qu'à hauteur de 18%, mais le gouvernement se veut rassurant. Pendant l'été, la consommation de gaz est beaucoup moins importante. De quoi sans doute tenir en attendant cet été, quand cette nouvelle connexion gazière entre la Grèce et la Bulgarie sera mise en place. Difficile de savoir si ça sera suffisant. Merci Justine Sago. Je voudrais, mes chers amis, vous présenter quelqu'un qui va faire avancer le débat. Il est économiste, nous sommes avec lui par Skype. Il est professeur d'économie à l'Université du Mans. Il s'appelle François Langot. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je vous ai demandé d'être avec nous parce que j'ai lu il y a quelques semaines dans Le Monde, le quotidien Le Monde, une tribune que vous avez écrite qui disait en gros qu'un embargo sur le gaz russe coûterait, j'avais noté le prix, 54 € par an à chaque Français. Et d'ailleurs, vous avez calculé toujours dans une tribune du Monde la perte de pouvoir d'achat que représenterait pour chaque citoyen européen un embargo total des importations de gaz. Ben, ça nous coûterait très cher. Alors, très cher, en moyenne 200 € par habitant européen. Donc effectivement, il y a des pays sur lesquels il y a de plus fortes contraintes que la France, où la France, évidemment, nous, ça ne coûterait pas très cher, une centaine d'euros maximum. Effectivement, par contre, d'autres pays comme la Bulgarie, effectivement, qui est le pays le premier sanctionné par Poutine, est un des pays les plus contraints par le gaz russe. Donc ça, effectivement, pour eux, ce serait beaucoup plus cher. Ça pourrait aller jusqu'à 500 €. Ce qui est le cas de l'Allemagne aussi, j'imagine. L'Allemagne qui bloque d'ailleurs pour l'instant les possibilités d'arrêter les importations de gaz russe. Beaucoup plus. Oui, effectivement, c'est aussi le cas de l'Allemagne qui importe la majorité de son gaz de la Russie. Donc effectivement, pour ces pays-là, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de multiples manières de contourner l'approvisionnement par la Russie. Donc je pense qu'il y a de multiples pays qui l'ont déjà montré. Par exemple, les pays du Nord ont montré très très rapidement qu'ils pouvaient se passer du gaz russe alors qu'ils étaient encore plus dépendants que la Bulgarie il y a de ça encore 3 ans. Donc il faut voir qu'un pays qui sait s'organiser arrive assez rapidement à contourner le problème de cette dictature. On ne peut pas non plus parce qu'au fond, rester... votre démonstration, c'est de dire ça coûterait 200 € un embargo total sur le gaz russe par citoyen européen par an. C'est colossal. Ou vous dites plutôt, finalement, cette chose dont on se fait une montagne, l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe, finalement, ça ne coûterait que 200 € par Européen et par an. Donc c'est quelque chose de tenable que l'Union européenne peut s'offrir en période de guerre pour sanctionner plus fort Poutine. C'est quoi votre lecture des choses? Vous êtes économiste, je sais bien, vous n'êtes pas... Non, bah oui, ma lecture des choses, c'est une lecture très optimiste. Moi, je pense qu'il faut absolument que nous soyons les premiers à dire qu'on ne veut pas de ce gaz et le faire tout de suite. Je pense que, étant donné le prix que l'on peut évaluer, nous, économistes, du coût de se passer de la Russie, je pense que chaque Européen, qui en plus c'est quand même la nation de la solidarité, la grande Europe, donc c'est quand même à nous de montrer qu'on peut être solidaire envers un pays qui se fait bombarder tous les jours. En plus, il y a un autre raisonnement qui n'est pas souvent énoncé sur les plateaux, c'est que on paye quand même tous les jours la Russie à peu près 400 millions d'euros pour son gaz, donc c'est quand même un apport financier énorme. Ça lui permet de financer sa guerre. Et nous, contre ça, on subventionne quelques armes pour aller contrer l'ogre russe. Et donc, pourtant, on paye 2 fois la guerre, parce qu'on paye l'armée ukrainienne, on la dote en armement, et on dote aussi financièrement, indirectement, l'armée russe pour lui faire la guerre. Donc à un moment donné, je pense que la logique de guerre, il faut absolument qu'elle s'arrête. On ne peut pas financer les deux parties pour qu'ils se passent de la guerre. Et pourtant, donc vous nous dites qu'il serait assez facile finalement de ne plus être dépendant du gaz russe. Pourquoi, à votre avis, on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps de prendre cette décision de couper l'approvisionnement si c'est si simple finalement à assumer financièrement pour les Européens? Je pense que là encore, comme vous le savez, le problème de l'Europe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de lobbies et beaucoup de corporatisme. Et je pense que beaucoup de personnes qui décident et qui parlent sur les médias de combien peut coûter le gaz russe sont des gens qui travaillent beaucoup dans l'énergie. Et effectivement, pour eux, se passer de certains approvisionnements, ce serait évidemment d'avoir de nouveaux concurrents et de peut-être perdre des avantages acquis qu'ils ont sur des marchés avec les Russes en ce moment. Mais ça, effectivement, l'économie, c'est aussi savoir se remettre en question quand on travaille trop avec des dictatures. François Langot,
Merci beaucoup pour cet éclairage. Vraiment, merci beaucoup. Les amis, c'est vrai que je me souviens au début, il y a 63 jours, au début de la guerre, on se disait, oh là là, coupez le gaz, vous n'y pensez pas. Non, pas vous. Parce que vous êtes extra-lucide, vous, Sergueï Girnov. Voilà. Vous étiez au KGB, vous êtes extra-lucide. Sergueï, maintenant, on a des pays, je pense à l'Allemagne, qui livrent des chars à l'Ukraine, mais qui continuent à acheter tous les jours le gaz à l'ennemi Poutine. Enfin, c'est délirant. Donc on livre des chars pour tirer sur les Russes, on va tuer des Russes avec ces chars, mais en même temps, on achète tous les jours et on finance la guerre. C'est vrai que ça n'est plus tenable, cette position du gaz naturel. Non, c'est plus tenable. Et d'ailleurs, c'était pas tenable dès le début. Mais dès le début, on n'était pas préparé psychologiquement. Les 60 jours nous ont préparés. Et après, M. Poutine nous a aidés. Moi, j'ai dit déjà depuis... Boucha, bien évidemment. Il y a Boucha, il y a Borodianka, il y a Irpin, donc il y a Gostomel, il y a toute cette ville martyrisée, il y a Mariupol. Tout ça, ça nous a formé nos esprits. Et le truc aussi, c'est qu'en fait, en réalité, tout le monde a oublié qu'en 2012, à Paris, il y avait l'accord de COP21 qui a décidé d'arrêter les énergies fossiles à l'horizon de 2040-2050. Ça veut dire qu'en réalité, on a décidé déjà d'arrêter ça. Sauf qu'il y a des pays qui se sont dit, puisqu'il y a encore le gaz qui coûte moins cher, on va en profiter pendant un certain temps. Et là, Poutine nous a aidés. Il a aidé les Ukrainiens parce qu'il a formé la nation ukrainienne. Il a aidé l'OTAN puisqu'il a formé l'OTAN, il a sorti l'OTAN de la mort cérébrale. Ouais. Il a aidé le Pentagone puisque le Pentagone actuellement, cette année, il a plus de 800 milliards de budget. Il a aidé tout le monde finalement, Poutine. Et il est imbécile parce que le pays tout petit économiquement, qui a le PIB d'Espagne et qui dépend à 90% à l'exportation et l'importation, ne peut pas faire la guerre à ses clients et ses fournisseurs.